Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je commence directement par les films vus récemment ou subis, s'il y en a quelques-uns sincèrement, bref. Human par exemple de Kathleen Cronenberg. Je fais des micro-mini pitch, mais on est dans un monde où, suite aux problèmes gravissimes de surpopulation, le gouvernement américain a lancé une opération d'incitation à l'euthanasie, où par exemple les personnes qui acceptent de se faire euthanasier alors qu'elles vont très bien sont récompensées en fait, pécuniairement parlant, de l'argent qui va par exemple à leurs proches qui sont dans le besoin ou autres. Mais il y a aussi le soupçon d'obligation par foyer. Enfin, pourquoi pas. Franchement, le pitch c'était pas inintéressant. Le souci pour moi, c'est que c'est traité à toute petite échelle. Alors, on va suivre une famille. Et le ton c'est le ton pas sérieux, donc c'est drôle en fait, voilà, c'est une comédie horrifique, ouais un peu, et mais il y a trop de, voilà, c'est que des blagues et des machins, et vous savez, si vous me connaissez un petit peu que moi j'aime bien les films méchants, enfin les films qui cherchent pas à te faire éclater de rire toutes les 2 minutes sur un sujet grave. Donc là voilà, là c'est pas ça du tout, et en plus il y a un truc avec une enfant, la façon dont c'est traité, bon bref, sur moi ça m'a cassé les burnes, et la fin est ridicule. Alors la fin est complètement ridicule, donc pour moi c'est vraiment un gros coup d'épée dans l'eau, c'est ratage, un vrai ratage. Mais bon, la réal, aucun intérêt, vraiment, je n'ai rien à sauver de ce film. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu Unfrosted que je n'ai pas apprécié. Alors j'aurais pu et dû, parce que voilà, ça réimagine en fait la guerre qui a existé entre Kellogg's et Frost à une époque voilà, où le marché du petit déjeuner aux États-Unis était en train de se reposer un peu sur ses lauriers, et où la chasse à la nouveauté était ouverte, et voilà, et c'est donc la création des Pop-Tarts là, enfin tous ceux qui, je sais pas si on le trouve en France, je crois pas, Bon, en Angleterre et aux États-Unis en tout cas, c'est voilà, il y en a partout, c'est un truc que tout le monde bouffe, et qui a alors un peu fait l'alternance au bol de lait avec les céréales dedans. Le pitch, donc là, moi ça j'adore ce genre de film en fait. C'était comme le film sur Nike, ou le film sur McDonald's avec Michael Keaton, enfin il y en a plein des films comme ça, le film sur BlackBerry aussi, je sais plus avec qui j'en reparlais il y a pas longtemps, il y avait Tetris aussi, enfin bref. Mais là c'est vraiment en mode comédie réaliste, limite totalement loufoque, et donc totalement assumé. Moi voilà, je me suis dit je sens que ça va me plaire, enfin voilà, et puis j'ai vu la bande-annonce, et en fait c'est trop. C'était pile trop pour moi. Mon seuil de tolérance a été atteint au bout d'un quart d'heure. J'ai pas apprécié. J'ai vu que le film a de bonnes critiques et tout, mais je n'ai vraiment pas apprécié. Je l'ai regardé jusqu'au bout quand même. J'ai été récompensé avec un caméo extraordinaire de Mad Men. Voilà, ça m'a fait la grosse émotion de revoir l'équipe des deux là. À part ça, moi j'avais rien à me raccrocher, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu de trucs un peu pas sérieux forcément, mais moins dessin animé, enfin là vraiment, mais c'est totalement voulu, voilà. Bref, moi j'ai pas kiffé, je l'ai vraiment pas accroché. Qu'ai-je vu d'autre? Oui, j'ai vu Sting, le film dont je m'étais permis de dire moi c'est celui-là que j'attends en critiquant Vermine. Eh bien, j'ai été récompensé. Alors, je l'ai préféré à Vermine, de ouf. Mais c'est quand même nul. Après, le début, j'ai bien aimé, en fait, tellement c'est nawak. On a donc une espèce de mini météorite minuscule, donc qui chute de l'espace et rentre dans un appartement, et voilà. Et à l'intérieur de cette toute petite pierre, il y a une araignée toute petite. Et l'araignée va être récupérée par une gamine un peu rebelle, pas mal antipathique, et ça voilà, c'est un peu desservi je trouve, qui va la recueillir, la foutre dans un bocal, lui parler, la nourrir, etc. La bestiole va grandir, on découvre qu'elle peut reproduire des sons, donc voilà, c'est un peu, il y a la petite séquence Gizmo, où elle fait des petites mélodies et l'araignée chantonne. Oui. Après donc, ça part en film d'horreur total, mais film d'horreur comédie. Voilà, j'avais pas compris en voyant l'affiche que ce serait une comédie, et c'est une comédie. C'est vraiment, c'est que pareil, c'est que des gags horrifiques, mais c'est des gags quoi, et c'est nul. Enfin voilà, moi je pas du tout aimé. Après visuellement c'est pas trop mal fait et tout quoi, mais
aucune implication. Ça fait partie de tous ces films qu'on nous sort qui sont estampillés horreur, mais en réalité cherchent surtout à ne pas te faire peur, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est te divertir, te faire marrer, et c'est très bien, mais moi ce n'est pas cette horreur. Enfin, pour moi c'est pas de l'horreur du coup, c'est pas un film d'horreur, quoi. Donc voilà, je suis sûr qu'en bande avec des chips, voilà, au milieu de la nuit, c'est très drôle à regarder. Là, non. Et je passe ensuite à SOS Fantôme, la menace de glace, que je voulais aller voir au cinéma parce que j'avais bien aimé le précédent. Et quand j'ai vu les retours, ça a été tellement la douche froide que je me souviens de la vidéo de David Filmtalker, en qui vraiment, c'est vraiment partie des youtubeurs où j'écoute très attentivement quand il parle, parce que il est vraiment dans la modération, il argumente et tout. Et là, à la fin de la vidéo, je me suis dit, merde. Donc oui, merde, oui, ça c'est sûr. C'est fou, en fait. Enfin, franchement, je suis pas juste déçu, c'est de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Et en plus, ça chie, sans le vouloir, hein, mais c'est vraiment une insulte à nos souvenirs de ce qu'a été cette série de films, cette franchise, j'allais dire, mais... Voilà, quand t'as adoré les 2 premiers Ghostbusters qui étaient tellement bien écrits, tellement bien réalisés, tellement bien interprétés, quoi. Là, ouïe, mon Dieu, ce que c'est pas bon. Et alors cette nana, là, la binoclarde, là, j'ai oublié le nom de l'actrice, moi j'ai envie de lui foutre des baffes, mais dès que je la vois. Alors, comme elle est assez présente à l'écran, vous imaginez voilà, ma contrariété de son personnage. Il est, je disais que la petite était un peu antipathique ou je sais plus quoi, là, tout à l'heure, dans ce Sting. Mais alors, celle-là, c'est encore pire, quoi. Et surtout quand elle veut... Enfin, en fait, il y a des moments où son personnage se fait un peu émouvant, un peu touchant et tout, et merde. Et moi, ça m'a juste donné envie de la tuer. Donc bon, dommage. Et puis, les caméos des vieux, là, c'est très très compliqué. Bill Murray, j'avais lu qu'il était vraiment passé ramasser son chèque sans faire le moindre effort. Et non, en effet, il ne fait pas le moindre effort. Mais vraiment. J'aurais préféré qu'il vienne pas, en fait. Sincèrement, c'est pour faire ça. Voilà, et l'histoire, c'est à chier. C'est très mal développé, beaucoup trop long. Et une fois de plus, les personnages sont nuls. Les jeunes surtout, quoi. Les deux, hein, même l'autre, là, de Stranger Things, il est totalement nul. Mais c'est nul à l'écriture, hein, je veux dire. Hein, je ne critique pas les acteurs. Hein, c'est pas... Voilà, eux ils jouent, quoi. Mais ce qu'on leur fait jouer, c'est pas possible. Donc voilà, une honte, hein, vraiment une honte. Alors ça restera toujours un chef-d'œuvre par rapport à la bouse infâme avec le casting féminin là. Mais ce film-là, on va dire qu'il n'a pas existé. Donc grosse déception. Je la sentais venir, hein, donc je l'ai pas lancé en me disant non, je suis sûr que ça va être bien. Mais enfin, je pensais pas que ce serait à ce point minable. C'est minable, hein. C'est minable. Alors, qu'ai-je vu d'autre? Bon, alors, après toutes ces déceptions, je passe à une très belle surprise. Godless de Eastfield Exorcism. C'était une exclusivité Shudder, qui a donc, si vous connaissez un peu le milieu horrifique des plateformes de streaming, pour habitude de revendre en fait à Shadows chez nous. Leurs exclus, quoi, parce que Shadows c'est en fait un duplicata de Shudder, même le logo est le même, quasiment. Et donc la bonne nouvelle c'est que c'est sur Shadows en France. Alors Godless, j'ai énormément aimé ce film, une vraie petite claque, j'ai même failli en faire une petite vidéo indépendante, mais bon, je n'ai pas eu le temps, bref. Le film en fait parle d'un exorcisme mais sauvage, voilà, qui va avoir lieu au sein d'un couple, en fait sur une femme, en fait, dont l'époux a complètement, il est pété, quoi. Mais il est pété, voilà, c'est un pété de Dieu, quoi. Il ne voit plus les choses en face. Elle estime qu'elle est en dépression, elle prend un traitement. Mais qui lui est prescrit, mais le mari il est contre. Lui il veut un exorcisme parce qu'il est persuadé qu'elle est juste possédée par le malin, quoi. Et du coup la relation entre les deux, elle est extrêmement bien développée. Le casting est ouf. Alors les deux ils sont géniaux. Et le mec qui va jouer l'exorciste, waouh, il est incroyable. Ça c'est vraiment la grosse reco voilà, de ce JDV. Godless de Eastfield Exorcism. Alors une histoire vraie. Et la fin, vous êtes pas prêts. La fin du film choc. Voilà, grosse reco. Ensuite, j'ai vu Sleeping Dogs avec Russell Crowe, dont j'attendais rien. Un polar, vraiment le pur polar d'enquête et tout. Très belle surprise également.
Russell Crowe au top du top, dans le rôle d'un ancien flic devenu je vais dire amnésique, mais oui, enfin, en fait, il développe la maladie d'Alzheimer, donc en fait, il oublie tout, enfin, c'est terrible, donc il a des autocollants partout chez lui pour lui rappeler tout. C'est absolument génial. Et il suit pardon, un traitement qui est censé réveiller en fait un peu ces cellules qui travaillent la mémoire, tout ça, s'améliorer en fait, voilà, retrouver des souvenirs, voilà. Il va être contacté par Sophie Hurley, l'avocate d'un jeune qui va être exécuté dans une semaine, parce qu'il a été reconnu coupable dans une affaire de meurtre dont Russell Crowe s'est occupé. Donc en fait, ce jeune tient Russell Crowe pour un des responsables, c'était 2 enquêteurs en fait, de sa mort prochaine, alors qu'il s'est toujours dit innocent. Et il va demander à voir Russell Crowe, qui n'a donc plus de souvenirs, enfin c'est absolument terrible, donc il se souvient pas du tout par exemple de c'est quoi cette enquête, enfin voilà. Va aller le voir parce que il se fait chier, il a plus de vie, il est à la retraite de toute façon, donc bon. Et donc le jeune va ils vont converser et le jeune va lui expliquer donc comment l'enquête a été faite, quel flic il était à l'époque et puis qu'il est innocent surtout. Et donc là voilà, début d'enquête, il va remuer la merde, ça va déplaire à beaucoup de monde, y compris son ex-collègue flic. Ah putain, franchement, j'ai regardé mais avec un immense plaisir jusqu'au bout et j'ai adoré la fin. La toute fin, il y a une grosse révèle quoi. Et je trouve ça génial. Un film assez dur, assez sombre. Il aurait mérité bien plus de mise en avant. Voilà. D'ailleurs, autour de moi, personne n'en parle de Sleeping Dogs, sauf moi. J'ai peut-être raté une vidéo de Méré qui quand même rate peu de choses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je dis franchement, je sais pas, juste trouvé ça sympa. Je trouve ça très bon, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah oui, j'ai vu Abigail. Alors Abigail, donc encore une, voilà, comme Sting en fait, même encore pire en fait, une comédie totale, horrifique, donc, voilà, sur une bande de branleurs qu'on paye pour kidnapper la fille d'un richissime mec, mais on ignore qui il est. Donc elle kidnappe la jeune fille, enfin c'est une petite fille, je sais plus quel âge elle a, 10 ans, 11 ans, et il se retrouve piégé, en fait, enfermé avec elle dans une espèce d'énorme manoir luxueux et truffé de pièges et de conneries. Et le danger, en fait, on le voit dès l'affiche. C'est pas du spoil. Le danger, c'est elle, en fait. Voilà. Alors, je dis pas pourquoi, par contre, mais bon, en fait, je pourrais parce que franchement, mais en fait, voilà, ils vont non pas devoir juste veiller sur elle en attendant une rançon, etc., mais ils vont réaliser qu'ils ont été piégés et que ils doivent survivre. Oh là là. Et c'est que des gags, donc voilà, c'est que des vannes, que des gags, mais non-stop. Et donc tout est drôle, enfin tout est à prendre à la légère, c'est du fun à regarder en bouffant des chips. Donc pour moi en fait, je sais par exemple, j'ai vu autour de moi, il y a des gens qui ont beaucoup kiffé, qui ont dit putain à quel pied et tout. Ouais, enfin, mais moi non, c'est parce que je m'en fous en fait des films comme ça, j'en ai marre. Donc voilà, donc nul à chier pour moi, vraiment, c'est la facilité, parce qu'en plus ça reprend donc tous les codes de base des trucs horrifiques drôles, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah oui, j'ai vu Godzilla X Kong là, le Nouvel Empire. Alors je savais que ce serait à chier, mais j'étais crevé, je voulais me détendre. Me suis-je vraiment détendu ? Je ne sais pas, c'est pas sûr. J'étais fasciné. Par contre, j'étais fasciné. C'est un film fascinant parce que tu regardes les 10 premières minutes et tu te dis. Alors d'abord, tu te dis c'est moche. Mais visuellement, c'est très laid, vraiment très très moche. Je précise que je l'ai vu en très bonne qualité, voilà, sur écran de projecteur, donc voilà, dans de très bonnes conditions. Enfin, et juste, c'est visuellement à chier. C'est très laid et même les effets, c'est moche, quoi. On dirait vraiment un jeu vidéo de grande qualité, mais un jeu vidéo, quoi. Et alors le scénar, j'avais compris que ce serait nul, mais bon, encore un film. Ouais, mais c'est pas à prendre au sérieux, c'est du fun et tout. C'est ce que j'ai envie de dire quand on a un peu trop crié au chef-d'œuvre sur Godzilla Minus One et où celui-là il arrivait. Il y a beaucoup de campagnes en fait qui a été faite, notamment sur les réseaux, pour dire faudra pas comparer les deux, ça a rien à voir. C'est vraiment, on peut aimer le salé et le sucré, c'est pas parce que voilà. Alors oui, c'est sûr, mais alors non, la fin pour moi non du tout. J'ai vu que le film cartonne, mine de rien. Donc en fait, c'est pas du tout un échec, c'est pas un bide. Je comprends pas du tout ce qu'il y a de bien dans ce film. Et par contre, ce qu'il y a de malaisant, parce que c'est au-delà de nul, c'est malaisant. Genre
le King Kong qui revient à la surface parce qu'il a mal à une dent. Enfin, je me disais, là, on a pété le plafond de verre de la bêtise en fait. Et non, à chaque fois, dans les 10 minutes qui suivaient, il y avait des scènes encore plus connes, encore plus débiles. Ces bas de plafond, mais de ouf. C'est à chier. Oh la merde, quelle purge. Bon Dieu, j'en bafouille, c'était ignoble. Celui-là, c'est 0 sur 20. Mais vraiment, il n'y a rien à sauver, quoi. Et alors, je l'ai regardé quand même jusqu'au bout, je précise. Le petit truc admirable, c'est que le niveau de médiocrité du film, qui relève quand même de l'exploit et d'un travail acharné, quoi, est maintenu jusqu'au dernier plan. Ah ouais, c'est vraiment bidon jusqu'au bout. Donc voilà, avec les scènes ultra niaises, avec la petite fille là que t'as juste envie d'entartrer, enfin bref. Et je termine avec une belle surprise, comme quoi voilà, c'est un petit peu, c'est pas que de la bouse. Jules. Alors Jules, franchement, j'en attendais pas grand-chose, mais comme j'aime beaucoup Ben Kingsley, je l'ai lancé. Turtletaube, voilà, je suis pas fan, mais bon, je suis pas anti non plus. Et là, pour moi, c'est sans doute sa plus belle réussite. Un film tout doux, tout mignon, mais au sens le plus noble, hein, pas mignon, nul. Mais on va suivre en fait un vieil homme, donc interprété par Ben Kingsley, qui commence à avoir des signes, lui aussi, par exemple, voilà, d'Alzheimer, comme ça, il oublie des trucs, et c'est même un peu plus grave que ça parce qu'il fait des bêtises, enfin des erreurs, voilà, qui peuvent être problématiques. Et donc sa fille, qui ne vit pas avec lui bien sûr, lui fout la pression pour qu'il fasse des check-up et des analyses et tout, afin qu'on voit réellement son état en fait, et éventuellement qu'il puisse être, enfin elle serait pour qu'il soit placé en fait dans un truc semi-médicalisé, etc. Pour les personnes qui perdent un peu la boule, quoi. Donc lui, il sent ça venir et il tient à son indépendance et tout. Bon, il est veuf et donc il ne veut pas. Et lui, il veut qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse chez lui. Et donc il minimise énormément en fait, parce qu'effectivement, il fait des erreurs et des trucs comme ça. Il a plus toute sa tête tout le temps. Mais bon, et il joue extrêmement bien. Et donc le pitch du film, sans spoiler bien sûr, ce qui va se passer, c'est que un jour un vaisseau, une soucoupe volante, voilà, c'est vraiment dans l'ambiance, c'est une soucoupe volante, s'écrase dans son jardin, voilà. Il en parle vaguement, mais personne ne le croit évidemment, d'autant qu'en plus il devient sénile, donc oui bien sûr. Et un extraterrestre en sort. Qui rampe sur 2-3 mètres et voilà, reste inerte au pied de sa porte quasiment, quoi. Donc voilà, que va-t-il faire? Il va recueillir cet extraterrestre, je peux quand même le dire parce que c'est vraiment le concept du truc. Et cette rencontre en fait va susciter plein d'événements et c'est très beau. Ça m'a fait un peu penser à ce film. Alors c'est différent bien sûr. Dont je parlerai bien de ces quatre d'ailleurs en Reco Express, Robot and Frank, alors je sais plus en français, Frank et le robot, je ne saurais plus dire. Je sais pas si vous avez vu ce film, très beau film. Là, ça m'a fait un peu penser à ça. La jeune femme, j'ai vu, c'est une jeune femme qui joue l'extraterrestre. Elle est parfaite, mais parfaite, super touchante. Et moi, je suis rentré dedans à fond. Donc j'étais amusé par moments, parce que voilà, moi je suis pas contre les films où il y a de l'humour, hein, c'est juste la façon de le faire. Là il y a de l'humour, mais c'est de l'humour, c'est touchant, c'est vraiment drôle, c'est malin, c'est très bien écrit, je trouve. Tout le monde joue très bien, j'ai beaucoup aimé, y compris la fin, très belle la fin. Voilà, une vraie jolie surprise, j'en avais pas du tout entendu parler de ce film, je vous le recommande. Donc en fait, voilà, c'est les 3 recos assez différentes de ce JDV, mais faites vraiment avec le cœur. Je dirais donc Godless, de ouf, mais voilà. Alors ça c'est dur, je précise quand même Godless, ça rigole vraiment pas, là ça rigole pas du tout, c'est vraiment un film par moments très difficile, qui va à fond, quoi, voilà, tout ce que j'aime en fait, voilà. Ensuite je dirais voilà, Jules, très beau, dans un genre donc complètement opposé, et entre les deux, le bon polar avec Russell Crowe, mais putain, vraiment c'était bon, quoi. Donc voilà, et je vais passer maintenant aux questions. Ah non, avant je vais remercier les personnes qui m'ont fait des dons. J'ai encore eu des dons depuis le précédent JDV. Merci à Larenpat pour ton don. Merci à Yann Dubski infiniment pour ton don. Merci à Stella pour ton don. Et merci à Stéphane pour ton don. Je dis Stéphane, mais en fait il s'agit de Monsieur Mialet. En plus c'était le don sur la vidéo que j'ai dû refaire. Putain, quelle histoire. La dernière Reco Express, voilà, sur Stock. Et ce coup-ci je passe aux questions.
As-tu vu la série de Deleted de Bret Easton Ellis? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Je l'avais vu à l'époque. J'en avais pensé que c'était en fait la preuve que ce qui paraît écrit fonctionne de ouf avec Bret Easton Ellis. À l'image, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui est logique, il devrait le savoir lui-même en fait. Bon, donc j'avais pas trouvé ça extraordinaire, hein, voilà, sincèrement. C'est très court, enfin c'était pour ceux qui connaissent pas du tout, donc je sais plus de quand ça date, ça fait au moins 10 ans hein, que c'était sorti. La saison 1, donc comme ça n'a pas marché, il y a plus de saison 2, mais je crois savoir que c'était envisagé. On va suivre un groupe de jeunes dont on comprend en fait qu'ils ont réchappé à une secte, et voilà, c'est des bourgeois, voilà, de la classe, enfin c'est du Bret Easton Ellis quoi. Donc voilà, ils sont dans une villa californienne, à rien foutre entre guillemets. Mais en fait, voilà, évidemment, il se passe quand même des trucs. Et c'est très contemplatif. Il y a quelques scènes, enfin, quelques flashs un peu horrifiques, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de musique. Donc c'est très clipesque. Après, je comprends les critiques qui n'ont pas accroché du tout. Enfin, comment dire, j'étais à moitié surpris en fait que ça n'avait pas vraiment marché. As-tu vu la mini-série Le Mensonge avec Daniel Auteuil? Ouais, je l'avais vu. D'ailleurs, j'aurais pu y penser quand j'ai parlé du film là, Un silence, qui est une merde sans nom. Le Mensonge, c'était très bien. Par contre, sur un sujet voilà, similaire. Connais-tu la série des années 80, Histoire fantastique créée par Spielberg? Je vénère cette série. Ouais, je la connais. Enfin, j'avais vu le film à l'époque. Au début, c'était un film, sauf erreur. Enfin, un film à sketch donc. Hein. Et après, il y a eu la série. La série était un peu inégale pour moi. Hein. Du très bon et du pas génial. Mais avec Spielberg, en fait, même le pas génial, j'aime bien. Il y a un truc, une patte, un truc. Donc oui, j'aime beaucoup. Oui. Et ça avait été réédité, je sais plus quand, en coffret, tout ça. La version de Purple Rain par Lucky Peterson, est-ce que tu as aimé? Non, je déteste cette reprise. Je la déteste, voilà. Alors, je la déteste, c'est pas que le mec sait pas chanter, hein, évidemment. Par contre, je déteste d'ailleurs sa façon de faire au chant. Et surtout, ce que je déteste, c'est les arrangements. Là, je les trouve horribles. Donc pour moi, il a détruit Purple Rain, artistiquement parlant. Mais c'est le risque quand tu t'appropries, quand tu fais voilà une reprise et que tu as l'audace de te l'approprier. Donc moi, en fait, par exemple, je dis ça, mais c'est mon ressenti personnel. Lui, il a complètement réussi son truc. J'imagine que plein de gens adorent. Voilà, c'est comme quand je parlais de Marilyn Manson, qui modifie complètement les chansons qu'il reprend. Voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Mais au moins, il y a une prise de risque. Voilà, lui, il a une prise de risque. Après, son style musical, je connais pas Lucky Peterson, mais je me souviens de sa reprise. Je pense qu'il s'est approprié dans son genre musical, et je pense que c'est un genre que j'aime pas du tout. Donc voilà, par exemple les arrangements, vraiment j'ai détesté l'instrument, je trouve ça horrible. Et moi en plus, voilà, tout ce que j'adorais dans le travail de Prince sur cette chanson, il l'a enlevé en fait, Lucky Peterson. Donc il a enlevé tout le côté un peu rugueux du chant de Prince là-dessus, les raclements, les trucs, enfin le côté douleur quoi. Voilà, lui il en a fait un truc ultra smooth quoi. Donc il n'y a plus de tension. Voilà. Donc pour moi plus d'émotion. Et je parlais des arrangements. Pour moi voilà, les lignes de guitare électrique, la batterie, comme ça. Enfin c'est une chaleur de son, clavier, enfin tous les enfin vraiment les sons de Purple Rain c'est extraordinaire, enfin de tout l'album d'ailleurs Purple Rain. Et là il n'y a plus rien puisqu'il a tout changé. Donc on passe pour moi que du truc magnifique à un truc vraiment que je peux pas saquer quoi. Bon voilà, c'est vraiment, ce n'est que mon avis évidemment. Après s'il y a d'autres, c'est une question que on pourrait poser à Gilles ou à Fred qui sont d'immenses, ou à Joseph aussi, d'autres immenses fans de Prince parmi mes copains youtubeurs. As-tu une œuvre artistique, film, musique ou livre sur le thème de la création à nous recommander? Alors je suis allé regarder à l'instant, j'ai trouvé deux trucs Alors en musique, j'ai vraiment pas d'idée d'œuvre musicale sur la création que j'aimerais ou que j'ai même, etc. En film, pas vraiment non plus, très sincèrement. Par contre en livre, j'ai trouvé deux trucs, et en plus c'est des deux trucs vraiment très courts. Le premier, j'en reviens pas de l'avoir encore dans cette édition, qui était sorti à une époque où c'était, je sais même pas, c'était en francs à l'époque, mais ça coûtait rien de rien, c'était des tout petits classiques. Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Alors pour moi, ça c'est un chef-d'œuvre d'abord, ça c'est sûr. Alors, il n'est pas inconnu celui-là. Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, c'est un magnifique récit, donc c'est une nouvelle, enfin on pourrait dire, sur la création. Enfin c'est génial. Je veux pas trop en dire, mais vous voyez à quel point c'est épais. C'est un truc que j'ai lu 1 milliard de fois quand j'étais ado. Ça m'avait complètement fasciné. Je crois que c'est mon prof de français qui m'avait fait découvrir. Non, je sais plus.
Non, c'est moi tout seul, je crois, parce que j'étais pas mal fouineur à l'époque. Et voilà, ça, je le recommande complètement. C'est pour moi un des plus beaux textes sur la création. Alors, un texte, c'est pas un essai, hein. C'est une nouvelle, c'est une histoire. Fabuleux. Et je pense, alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais pour moi, parce que ça parle un peu de la création aussi. C'est dans une nouvelle de Lovecraft. Et j'ai encore cette vieille édition toute moisie. Le modèle de Pickman. Alors, une nouvelle que j'avais lue jeune ado, quoi. Et j'enchaînais les nouvelles, quoi. J'avais acheté ça et il était, je sais pas, 1h du mat, 2h du mat. En fait, je voulais arrêter de lire. Et puis, je vois que la suivante, elle est vraiment très courte. C'était le modèle de Pickman. Très courte. Et je me dis, bon, ouais, je lis ça vite fait avant de m'endormir. Je la lis. Et donc, je sais même pas combien elle fait de pages, quoi. Mais elle fait même pas 5 pages. Je lis ça. Et ça me terrifie. Ça me fait tellement peur que ça m'a niqué ma nuit. Enfin, qu'en fait, après, je me suis dit, ok, là, par contre, il est hors de question que je m'endorme. Donc faut que je me change les idées. Donc on va regarder un truc complètement débile. Oh putain, et ça m'a hanté. Je me suis dit, mais quel chef-d'œuvre. Je sais qu'elle avait été adaptée à l'écran. Je l'ai vu il y a quelques années, une adaptation mais pourrie, mais nulle. Mon Dieu, quelle honte. Un vrai massacre dans une série d'histoires horrifiques, ou je sais plus quoi, où ils avaient adapté cette nouvelle. Mais cette nouvelle-là, je vous la recommande de ouf. Je sais pas si on doit la trouver sur le net de toute façon très facilement, ou sinon dans les recueils, les milliards de recueils, enfin d'éditions qu'il y a maintenant, des nouvelles de Lovecraft. C'est une leçon. C'est une leçon. En fait, tu lis ça et tu comprends pourquoi Lovecraft, c'est un des plus grands, enfin pour moi, hein, c'est un des plus grands écrivains au monde, ever, mais toujours confondu en fait. C'est pas une question d'horreur. Non, pas d'horreur. Tout court. Ton Robocop est-il complet et en état de marche? Je rêve de trouver ce vieux modèle, mais ils sont hors de prix. Merde, il est où? Ah bah, parce que je le déplace. Vous savez que je déplace tout. Hein, moi, voilà. Il est là. Alors, c'est marrant parce que, alors normalement, il fonctionne. Alors, on va faire un petit test tout de suite. Donc, il y a là, ça s'allume, hein, et il dit, je crois, 2 phrases. Agent Robocop. Halte ou je tire. Pour les mains. Ah non, 3 phrases. La voix est un peu fatiguée, je pense qu'il faut que je change les piles. Mais en tout cas, il marche impec. Et ce qui est drôle, c'est que, parce que oui, sans doute que c'est cher maintenant, c'est que je l'avais eu sur eBay il y a plus de 10 ans. Je vous montre, il est complet en fait. Donc il a son magnifique gun qui est dans sa cuisse, hein, comme là. Hop, extraordinaire. Voilà. Je le re-range. Et en fait, la personne le vendait pour je sais pas, 20 €, un truc comme ça, parce qu'il n'était plus en état de fonctionnement. Donc voilà, il disait, il est complet, il n'est pas cassé, mais il ne marche plus. Et moi, je me suis dit, il est tellement beau, j'adore le design, enfin à l'époque, hein, effectivement. Par exemple, toi, je préfère ce design-là à des trucs qu'on fait maintenant, qui sont beaucoup plus réalistes et tout, mais lui, je trouve il est magnifique. Donc je le prends et je regarde et je me dis, ah bon, il marche plus. Donc j'ouvre le truc et en fait, c'était plein de dans le compartiment à piles, c'était oxydé. Donc je me dis, bon, je nettoie un peu, quoi, avec le truc de citron. Un petit tuto. Alors vous prenez un petit peu de jus de citron et je nettoie, je mets une pile neuve. Et ça marche. Donc voilà, donc en fait il était en état de marche. Du coup je l'ai eu pour vraiment rien, quoi. Pour l'album de Sebastian Bach, pourrais-tu nous faire un retour dans ton prochain vlog si tu as eu le temps de bien l'écouter, s'il te plaît? Alors c'est simple, par exemple pour parler d'hier. Hier, voilà, une journée normale, j'ai bossé, j'ai écouté l'album je pense 6 fois de suite en boucle. Donc pour moi ce disque il est extraordinaire, c'est que des tueries. Vendetta, mais quel chef-d'œuvre. Il y a Hard Darkness dont le refrain me donne le frisson. En fait, les chansons de ouf, quoi. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est son meilleur album, complètement. Mais c'est même au niveau des meilleurs Skid Row, enfin, je trouve. Donc, il ne claque, mais énorme. J'en attendais beaucoup, je vous l'avais dit. Mais là, je suis aux anges, quoi. Je suis euphorique. C'est une tuerie. Voilà. Donc pour moi, un album incroyable, mais mélodie de dingue, le chant de ouf, enfin, cette baffe ultra inspirée en plus,
Les compos sont extraordinaires. Bref. As-tu vu My Life avec Michael Keaton et Nicole Kidman que j'ai adoré? Oui, je l'avais vu à l'époque. Ça m'avait bien... pas très gay par contre. Alors moi je peux pas dire que je l'ai adoré, mais je m'en souviens. Après Michael Keaton, je l'adore. Et Nicole Kidman, à une époque, j'aimais énormément également. Donc voilà, c'est pas un film que je reverrai par contre, hein, c'est comme un film difficile de mémoire, mais c'est un très beau film. Te souviens-tu de la série Serpico avec David Burney? Je m'en souviens parce que tu m'en parles, mais j'avais oublié l'existence de cette série. Alors c'est pas une série qui m'a marqué de ouf, hein, mais je sais que je l'ai regardée à une époque. Mais oui, je me souviens, et j'adorais cet acteur. Vraiment, je le trouvais génial. Donc en plus pour moi, voilà, c'était vraiment Serpico. Voilà, tu penses au film, Al Pacino, tout ça machin. Mais en fait, la série de mémoire, elle était vraiment cool. Et lui, il était excellent, quoi, dedans. Faudrait que je m'en revoie. Je sais pas si c'est sorti, j'imagine, hein, il doit y avoir des coffrets DVD, des trucs comme ça. Apprécies-tu le groupe français M83, enfin M83, du coup? Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je dis bien sûr, mais c'est vrai que j'en parle jamais. Enfin, j'en ai jamais parlé, je crois. Ouais, j'aime pas tout, mais j'adore l'album Saturdays Equal Youth, là. Hurry Up, si là, et puis l'autre, là, qui commence, c'est Before the Dawn, je sais plus quoi. En fait, il y a pas mal d'albums que j'aime beaucoup. Le mec est pété de talent. Donc, oui, non, c'est vraiment un artiste... que j'apprécie, enfin voilà, mélodiste de ouf. Hein. As-tu déjà vu ce thriller fantastique, La Grande Menace avec Richard Burton et Lino Ventura? Alors figure-toi que quand j'ai lu ta question, je me suis dit, je suis pas certain en fait, mais ça m'a intrigué, autant que moi j'aime beaucoup Lino Ventura, et du coup je l'ai récupéré, je l'ai regardé il y a quelques jours, je sais plus c'était quand, un soir, et je me suis pris une baffe. J'ai adoré ce film. Je crois que je l'ai vu. Mais je suis même pas certain. Je l'ai vu, mais peut-être une fois quand j'étais enfant, en fait, à la télé. Mais c'est tout. Parce qu'il y a quand même des scènes, en fait, où je me suis dit visuellement, toi, la scène, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais la scène avec les parents, qui est ouf, quoi. Le choc de cette scène, je me suis dit, ça me dit quelque chose. J'ai adoré ce film. En fait, j'aimerais en parler en Reco Express de ce film pour te dire à quel point il m'a plu. Et je voulais justement te remercier. Je sais plus qui m'a fait cette suggestion, enfin cette demande, quoi. Mais grâce à ta question, en fait, voilà, du coup, j'ai vu le film et oh putain, mais j'ai tellement adoré. Mais je pourrais en parler, enfin faudrait expliquer tout ce que j'ai adoré dans ce film. Mais il y a énormément de choses que j'ai adoré dans ce film, y compris d'ailleurs des éléments où on pourrait dire ouais mais ça fait quand même, ça a pas très bien vieilli et tout. Mais en fait t'es dans un style, quoi, une ambiance de l'époque. Et du coup la façon dont c'est interprété, tout ça, bah moi je trouve que c'est un charme et une efficacité géniale. Même les effets spéciaux, c'est fabuleux. J'ai vraiment tout aimé dans ce film. Immense coup de cœur, hein, vraiment, pas du tout vu venir. Et donc merci infiniment, comme quoi, de toute façon c'est régulier que vos suggestions, que je bénéficie de vos suggestions en fait. C'est ça que je trouve super chouette avec cette chaîne en fait, c'est que vous êtes régulièrement à me dire merci pour cette reco ou ces trucs là ou cette idée machin, grâce à toi j'ai découvert, j'ai adoré tout ça, mais moi aussi ça m'arrive très régulièrement de vous remercier pour des découvertes et des trucs. Y a-t-il un film d'horreur des années 70 à 90 dont tu aimerais qu'il y ait un remake? Alors sachant mon horreur des remakes, pas mal, je reste dans la thématique. Non, en fait, parce que je n'ai pas, à quelques rarissimes exceptions près, pardon, je n'ai pas de remake réussi en tête, mais vraiment. Ou alors c'est des remakes faits par les mêmes personnes. Je saurais pas dire. Je serais trop peur en fait, parce qu'il y a des films que j'ai bien aimés où je pensais qu'on pourrait faire un remake en l'améliorant énormément, mais ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que quand il y a eu des remakes, ça a été pire. On en a fait des merdes. Je pense à ce film par exemple, Terreur sur la ligne. Terreur sur la ligne, que j'aime beaucoup. Il est pas parfait, le début est incroyable, hein. Le début est terrifiant. Après, un peu moins, enfin j'ai plutôt des critiques. Mais bon, ça reste un film que j'aime beaucoup. Il y a eu un remake, je sais plus quand, et je me suis dit, peut être intéressant et tout, parce que je suis sûr qu'on peut améliorer ce scénar, tout quoi. Et c'était un truc pour ados avec des pétasses. Oh mon dieu, mais ils l'ont détruit. Enfin voilà, ils en ont fait une merde, carrément. Ça m'a un peu calmé définitivement. C'est quoi l'œil dans la boîte derrière toi? Ça m'intrigue et m'obsède depuis longtemps. Alors putain, et toi t'as vraiment l'œil pour le coup, parce que je savais même pas qu'on le voyait à l'image. Effectivement, c'était derrière. Alors je l'ai mis là pour montrer. Voilà, en fait c'est une 8-ball, mais en forme d'œil.
Voilà, magnifique. Et voilà, là vous voyez. Donc en fait, bah là, bah, tu la secoues et c'est comme une 8 ball. Donc ça, c'est une, comment dire ça scientifiquement parlant, une sphère divinatoire qui répond à vos questions. Et c'est, je sais plus où j'avais trouvé ça, mais alors j'ai gardé la boîte parce que je trouve la boîte très belle. Mais je pourrais la sortir et la poser quelque part. Donc voilà ce que c'est en tout cas. C'est une 8 ball en fait, tout simplement. Pourrais-tu me dire ce que tu penses du nouveau son et surtout clip de Falling in Reverse, Ronald? Même si je sais que tu n'es pas un grand fan de ce groupe, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Alors j'étais pas au courant parce que voilà, je ne suis pas l'actu de ce groupe. Par contre, je suis allé voir sur YouTube le clip. Bah c'est génial. En fait, moi j'aime pas. Hein, donc je dis franchement, voilà, c'est pas ce que j'écoute moi. Trop de cassures de tempo. Trop de j'en avais déjà parlé de Falling in Reverse en fait, la façon de construire les chansons ne me plaît pas en fait, pas assez mélodieux, enfin bref, je sais pas, bref, je suis pas fan, mais c'est fait avec un talent indiscutable. Ah si, alors il y a un truc que j'adore chez Falling in Reverse et que donc dans Ronald je trouve aussi, c'est les passages où il rappe. Enfin, où c'est quasiment du rap, quoi. On est presque Rage Against the Machine, quoi, ou Body Count, quoi. La façon dont il le fait, putain, s'il pouvait faire des chansons tout comme ça, oh, je serais trop fan. C'est ultra puissant, quoi, et violent, etc. C'est absolument génial. Le clip, bah, c'est comme d'hab. Ça fait quelques temps qu'il fait des clips comme ça, donc c'est ultra spectaculaire, très puissant visuellement, où il y a beaucoup d'argent, je pense, même si bon, c'est que de l'image de synthèse et des trucs comme ça. Mais c'est pas mal fait. Et, enfin, non, c'est beau. Enfin, le clip il est assez beau, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à le regarder, beaucoup d'intérêt à écouter, parce que comme en tant que passionné de musique et puis même de mec qui fait de la musique. Je trouve que c'est intéressant de voir sa façon à lui de structurer ses chansons et tout. C'est vraiment, enfin, on pourrait croire que c'est un foutoir sans nom et en réalité évidemment c'est tout l'inverse. Mais donc voilà, donc merci de ta question en fait, parce que sans ça, tu vois, je serais pas allé et surtout j'étais pas au courant en fait que ça avait sorti un nouveau single. As-tu vu le film Que les gros salaires lèvent le doigt, malgré le titre qui sonne un peu Philippe Clair, c'est une comédie très noire. Jean Porret y joue un patron paternaliste et méprisant qui convie ses salariés à un week-end pour les récompenser entre guillemets, qui cache en fait un jeu absolument dégradant et ils acceptent tous. Oui, je me souviens très bien de ce film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je pense que je l'avais vu à la télé. Et Daniel Auteuil génial, mais tous d'ailleurs, hein, voilà, parce qu'il y avait toute une clique d'acteurs de haut calibre et c'est ignoble. Je me souviens de la scène à table où l'autre il dit bon, on commence à s'emmerder, donc on va pas faire traîner plus longtemps. Je vais vous dire pourquoi vous êtes là vraiment. Et où il demande donc au gros salaire de lever le doigt. Où il y en a qui hésitent ou qui le font pas et tout, et il dit vous voulez vraiment me forcer à dire combien je vous paye? Enfin, oh putain, c'est terrible. Ouais, c'est excellent. Je me souviens, je l'ai pas vu depuis 1000 ans, mais je m'en souviens assez bien. As-tu vu le film 11h14 avec Patrick Swayze et Hilary Swank? Un très bon petit film méconnu avec un scénario malin et bien barré qui tourne autour d'une réaction en chaîne. Ouais, je me souviens très bien de ce film, qui est exactement comme tu le dis. Et voilà, je l'avais loué au vidéoclub, 11h14, je me souviens extrêmement bien. Voilà, j'en attendais pas grand chose et au final, j'avais trouvé exactement comme toi en fait. Je trouvais que c'est très malin. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande totalement. En plus les bons films avec Patrick Swayze, c'est pas forcément ce qui manque, mais celui-là on n'en parle jamais. Donc c'est bien de le mettre un petit peu en avant. Que penses-tu si tu l'as vu du film Miami Blues de 1990, polar noir comédie de George Armitage de l'écurie de Roger Corman, produit par Jonathan Demme, ça se sent, et tiré d'un bouquin de Charles Wilford. Je ne connais pas du tout ce film, je suis allé voir la bande-annonce, et clairement je ne l'ai jamais vu. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Comme ça m'intrigue un peu, et il faudrait que, en plus ça a l'air un peu barré quoi, enfin dans le ton, donc j'aimerais bien le voir. Mais je ne le connaissais pas, carrément. Connais-tu le groupe Yellow? Je trouve ça aussi bon que Lunaire, tellement c'est hétéroclite. Mon père était fan de Yellow, donc en fait, lui, il en écoutait. Et du coup, c'est comme ça que je connais. Je me souviens que c'est très bien. Et ça fait un peu partie de ces groupes dont j'ai jamais été fan, moi, mais où je me disais, putain, les gars, ils sont forts, quoi. Mais vraiment, hein, les gars, ils sont super forts, quoi. Donc voilà, je crois que j'en avais parlé de Yellow, mais il y a très longtemps, dans les premiers JDV. On m'avait posé une question aussi sur eux. Que penses-tu du mouvement New Beat et Acid House de la fin des années 80? Moi j'aimais bien. Alors pas tout, hein.
pas tout, mais c'était quoi ce truc qui faisait 101 Electric, je sais plus quoi. Ah purée, faudrait que je retrouve. Bah j'adorais cette chanson, enfin ce truc-là. Pour le reste, j'étais pas forcément fan des trucs genre il y avait Confettis ou je sais plus quoi. Enfin, il y a eu pas mal de trucs, hein, mais moi j'aimais bien quand même. Je sais pas, voilà, j'étais pas client particulièrement, mais j'aimais bien. Enfin, j'étais pas client, mais je me souviens que j'avais acheté le 45 tours de ce truc dont je vous parle là. Rock to the Beat, je crois que c'était ça. Pépite à soumettre à ton avis ou à te faire découvrir le film Qui a tué Mona. Oui, c'est Johnny Mona. Des bouseux, un casting de fou, excellent. Ouais, c'est avec donc Danny DeVito, il y a Bette Midler, Jamie Lee Curtis, Neve Campbell, que c'est génial. Effectivement, alors j'imagine que tu me poses la question suite à ma recommandation du Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, qui s'appelle en anglais Restless People, avec Danny DeVito et Bette Midler, qui est pour moi le chef-d'œuvre incroyable de comédie américaine des années 80. Johnny Mona, j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai en DVD, mais je sais plus si j'ai lu en vidéo club, je crois que oui, il me semble que oui, et c'est très bon, mais totalement inconnu en France effectivement, c'est bien dommage. Mais de toute façon, les comédies avec Danny DeVito, elles sont totalement... les gens ils disent ah, Garde des Roses, quel bon réal et tout, ou alors Jumeaux. Bon, moi Jumeaux j'ai adoré moi avec Schwarzenegger. Non mais DeVito j'adore de toute façon, franchement. Mais oui, c'est une pépite celui-là aussi, ouais, tout à fait. Alors je préfère Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, parce que moi ça me fait rire aux larmes, voilà. Mais c'est très 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 bien. Tu m'as dit, attends, le titre français c'est quoi? Qui a tué Mona? Ah oui oui, c'était pas l'affiche où il y avait marqué genre la question c'est plutôt qui ne l'a pas tué, ou je sais plus quoi. C'était excellent. Très très bonne. C'est un truc que je vous recommande complètement, ce film aussi. Si vous voulez bien vous marrer un jour. Es-tu toi aussi surpris que Depeche Mode n'ait pas fait une chanson James Bond? Un côté sombre et inquiétant dans leur thème qui aurait bien collé. Tu les aurais vus illustrer lequel? As-tu des infos sur une éventuelle collab avortée? Alors je sais pas lesquels je les aurais vus illustrer, enfin pas par un truc. Par contre oui, t'as raison, c'est vrai que c'est un peu... à une époque, c'était étonnant que ça ait pas lieu, parce que voilà, t'avais AA qui avait quand même fait un chef-d'œuvre. Hein. T'avais Duran Duran qui a fait un chef-d'œuvre. J'en ai déjà parlé. Et il manquait Depeche Mode, quoi. C'est vrai que ces groupes-là, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément, ils sont pas forcément comparables, mais il faut se rappeler que dans les années 80, ils faisaient partie de la même niche. T'avais AA, Duran Duran et Depeche Mode, quoi. Ils ont failli faire la bande originale, enfin la chanson thème, pardon, de GoldenEye. Et c'était même allé assez loin. En fait, eux, ils étaient d'accord, mais au moment en fait où il fallait se mettre au boulot, ils partaient en tournée. Et c'était la tournée Songs of Faith and Devotion, ou je sais plus. Vous allez voir par rapport aux années, je sais plus. Mais bref, ils étaient en tournée, donc en fait pour une question de planning, ils n'ont pas pu se mettre au boulot pour faire la chanson du James Bond. Voilà, et donc au final ça a été, je crois que c'est la collab, Bono et Tina Turner. Mais ça devait être Depeche Mode à la base. J'adore Viggo Mortensen et sa filmo comme Les Promesses de l'Ombre, La Route, History of Violence et Captain Fantastic. Et toi? Alors moi j'adore Viggo Mortensen et j'aime pas tous les films où il joue, évidemment, quand même pas, mais mes préférés, je réalise que c'est ceux que tu cites. Enfin, alors surtout, History of Violence, chef-d'œuvre, que j'avais revu il y a pas très très longtemps. L'autre film que je trouve extraordinaire avec lui, c'est Les Promesses de l'Ombre. C'est peut-être celui-là mon préféré, quoi. Donc voilà, immense acteur. Une fois de plus, je l'aime pas dans tout, quoi. Mais lui, il est génial. Alors c'est pas sa faute, par contre. Hein. Lui, il est génial. Mais des fois, il a joué dans des trucs que j'ai pas aimé, quoi. Tu vois, La Route, je fais partie des gens qui ont pas aimé. Tu vois. Je me suis fait chier. Mais oh putain. Mais moi, les trucs post-apo, de toute façon, j'ai beaucoup de mal. Alors, je me suis fait chier, mais j'ai vu le chef-d'œuvre émouvant, bouleversant, machin, l'intelligence du film et tout. Hein, je me permets pas de taper sur un classique. Mais moi, j'ai pas du tout kiffé, quoi. Voilà, j'ai juste souffert. Hein, donc voilà. Je suis un grand fan d'AOR Hard Melody. Ah oui, ok. Hard Melodic. Apprécies-tu ce style qui a eu son heure de gloire dans les années 80? Bah ouais, bien sûr. J'adore. Enfin, là, c'était peut-être un abonné récent parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Alors sans aller dans le hard mélodique au sens large dont j'ai parlé même dans ma vidéo spéciale le heavy metal et moi, où je ne parle quasiment que de ça, hein, du hard mélodique des années 80. Mais là tu me parles de AOR, donc AOR c'est plutôt, en France on disait AOR, Foreigner, que j'adore. Il y a au moins 3-4 albums de Foreigner des années 80, début 90 que j'adore, c'est des chefs-d'œuvre. Il y a Journey, oh là là, Journey extraordinaire.
on met aussi souvent Survivor dedans. Survivor, j'adore ce qu'ils ont fait pour les films de Stallone, mais ou la BO de Karate Kid, tout ça, mais je suis pas ultra fan de leurs autres compos. Survivor, c'est vraiment un groupe où plusieurs fois j'ai donné leur chance à leurs albums en entier, quoi. Et à chaque fois, je trouvais que c'était pas, enfin voilà, je sais pas. Ils ont des fulgurances. Burning Heart, c'est fabuleux. Eye of the Tiger, évidemment, chef-d'œuvre. Moment of Truth, j'adore. Mais voilà. Après, au sens encore plus large, je me demande si on peut pas dire que Bon Jovi, c'est du AOR, mais pas toujours. Je sais pas. En tout cas, oui, c'est un genre que j'ai beaucoup aimé. Mais même, il y avait le groupe Yes aussi, Styx aussi, qui était dans cette niche-là. C'est des groupes américains vraiment pur jus. Quel serait ton top 5 des films avec Marlon Brando? Alors, sachant que je suis pas un spécialiste de Marlon Brando, j'ai quand même vu pas mal. Hein. Alors, je précise tout de suite que mon préféré, c'est certainement pas Le Parrain, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, hein, mais pour moi, c'est pas, voilà, ce n'est pas un film que j'ai autant aimé que visiblement les vrais cinéphiles. C'est pour ça que je suis pas un vrai cinéphile, parce que je n'ai pas adoré Le Parrain. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup aimé, je l'ai revu plein de fois et tout, mais je préfère Les Affranchis, je préfère 1000 films du genre, je dirais Apocalypse Now, ça c'est sûr. La poursuite impitoyable, génial, j'adore. L'équipe est sauvage, extraordinaire, j'adore aussi. Et il est génial dans tous ces films-là. Je vais mettre le premier Superman, même si franchement, on peut pas dire que son rôle soit extraordinaire. Le film est génial, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mais c'est pas parce que, Brando, il est pas, on le voit très peu quand même. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Bah là, ça fait. J'en ai cité 5 il me semble. Donc voilà. As-tu vu la série The Leftovers? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Non, je ne l'ai jamais vu. On en a parlé à l'époque en me disant que c'était fabuleux en plus, mais je ne l'ai jamais vu. Et il faudrait que ce soit corrigé prochainement. Team L'Âge de Cristal, Logan's Run série ou L'Homme de l'Atlantide. L'Homme de l'Atlantide de tellement loin. Pour moi, c'est extraordinaire. J'avais tout revu, tous les épisodes plus les téléfilms que j'avais racheté en coffret DVD et je me suis régalé. C'est magnifique. L'Homme de l'Atlantide, mon Dieu. Une série qui me faisait rêver quand j'étais petit. J'essayais d'apprendre à nager comme Marc dans ma piscine en vacances. Voilà. Mais bon, on a été nombreux à le faire, je pense. Et je coulais très bien. Je coulais super bien. Team Spotify ou Team Deezer, ni l'un ni l'autre. J'utilise absolument rien de tout ça. Même si je suis sur... plusieurs de mes albums sont sur Spotify. Mais en tant que auditeur, non, je vais pas là-dessus. À choisir, Deezer, c'est un peu décédé, non? Ça, je sais pas si ça cartonne encore. Mais bon, j'irais sûrement sur Spotify si j'étais obligé de choisir un truc comme ça, quoi. La Carapate ou Le Coup du Parapluie. Ah putain, Le Coup du Parapluie. J'adore ce film. Après la Carapate, c'est génial aussi quand même. Ah je sais pas en fait. En fait, à la fois deux films que j'adorais gamin. Mais moi Pierre Richard, mais j'ai tellement aimé ces films quand j'étais gosse. Pierre Richard, Louis de Funès, c'était mes deux idoles de bonne humeur. Voilà, j'avais pas une enfance super fun. Quand il y avait un film avec Pierre Richard ou un film avec Louis de Funès, c'était la garantie que j'allais oublier tout le reste, quoi. Enfin que j'allais rigoler et tout. Je les adorais, du coup. Donc ces deux films-là, je les adore. Dur de choisir. Peut-être Le Coup du Parapluie, que j'ai vu plus de fois encore. Team Gary Moore ou Stevie Ray Vaughan. Oh, Gary Moore. Avec tout le respect que j'ai pour Stevie Ray Vaughan, mais Gary Moore, j'aime beaucoup. Il y a, toute la carrière solo jusqu'à son décès. Hein. Il y avait une chanson que j'adorais, putain, dans les années 80. Mince, j'ai plus le titre en tête. Je vous mettrai à l'écran. Mais Gary Moore, j'aime beaucoup, et même son virage blues, quand il a un peu quitté le côté heavy metal pour du truc un peu bluesy, moite, quoi. Le mec avait un talent de dingue. Hein. Et je termine avec les questions de Rudy. Si Coppola, De Palma, Scorsese, Spielberg, Lucas, mais c'est quoi Rudy ces questions-là? Tu cherches vraiment à me faire perdre mes nerfs, quoi. Si Coppola, De Palma, Scorsese, Spielberg, Lucas, Cameron, Spike Lee, Fincher et Tarantino étaient chacun un genre musical, lequel serait-il selon toi? Donc en fait dans ta question, il est malin, il est malin. Il est surtout mal intentionné. Parce qu'en fait dans sa question, il y a donc autant de réponses à fournir que de noms de réals. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en plus franchement, j'en sais rien du tout. Parce que tu cites des réals qui sont durs à résumer à un genre musical. Après, Tarantino, il a tellement été obsédé par les BO de ses films que quand tu penses à Tarantino, tu penses tout de suite à tous ces vieux classiques des années 60,
un peu craspec. Donc, mais pour le reste, non, franchement, je saurais pas te dire. Peux-tu nous faire ton ordre de préférence parmi les 4 albums studio de Justice? Ah, bah ça, je peux le faire par contre. Alors, en premier, Cross, de très très loin, Ensuite, vu que je l'aime quand même beaucoup, même si je n'aime pas tout l'album, hein, je précise, Hyper Drama, là, je mettrais sans doute en deuxième, juste avant Woman, et Audio Video Disco en dernier. Mais pas, voilà, c'est pas... pour moi, c'est assez serré, sauf Cross, qui est très 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 au-dessus de tous les autres. Quels sont les posters lors de ton enfance et ton adolescence que tu étais trop heureux d'avoir? Oh bah... il y a ce poster de Goldorak que j'ai très longtemps eu au mur. Je vous avais retrouvé une photo de ce poster-là, que je n'ai plus évidemment, il y a longtemps, et je vous l'avais mis à l'écran, je me souviens de l'avoir fait. Si je retrouve sur mon ordi, je vous remettrai la photo. Celui-là, j'ai été très très content. Après, enfant, les posters, je me souviens que je mettais au mur, et j'ai longtemps, mais je n'ai aucune fierté de toute façon. Je mettais au mur de ma chambre d'enfant, donc alors moi j'avais 8 ans. Les posters de Sardou que je trouvais dans les magazines Hockey Podium. Alors après plus tard ado, cet immense poster de Rocky 3 presque grandeur nature là sur le fond de ciel là, où d'ailleurs je l'ai retrouvé il y a quelques années. C'était un magazine qui se dépliait, ça faisait un immense poster. Je l'ai retrouvé, je l'ai racheté et je vous l'avais montré dans une vidéo sur les magazines sur Stallone ou je sais plus quoi. Donc ça je l'ai eu et voilà, je vénérais ce poster donc de Rocky 3. Après il y a eu longtemps un poster de Bon Jovi monumental qui prenait presque tout un pan de mon mur pour la promo de New Jersey. C'était pas la pochette de New Jersey, mais c'était comment dire, une des photos promo où John Bon Jovi était de dos avec son blouson, sa veste marquée New Jersey. J'adorais ce poster. J'avais un immense poster de Freddy Krueger aussi que j'adorais, que j'ai longtemps eu au mur de ma chambre d'ado. Il y avait les posters de Poison que j'avais rapportés des États-Unis à 17 ans. Voilà, c'est un peu fin d'adolescence quoi, mais j'étais super content de les avoir aussi. Voilà. Comment expliques-tu que très souvent, lors des années 70, 80, 90, les rockers et les hard rockers sont ceux qui ont réussi à faire de très grandes, belles et puissantes chansons d'amour? Ouais, je sais. Alors, c'est une bonne question et c'est une question que tout le monde se pose. Hein. Enfin, vraiment. Hein, il y a eu plein de fois, j'ai vu des dossiers dans les magazines qui disaient comment se fait-il que les plus belles chansons, les plus beaux slows, même tu vois, les plus belles ballades au monde sont très souvent de groupes de heavy metal. Je sais, alors oui, j'ai pas vraiment de réponse. Pendant un moment, on disait, c'est parce que en fait justement, ils en font peu, contrairement aux autres artistes. Ils en font peu et du coup quand ils s'y collent, en fait, mais ça n'explique pas, ça ne donne pas une explication sur pourquoi. Mais en tout cas, c'est un avis que je partage. Les plus belles chansons d'amour que je connaisse, mais sincèrement quoi, sont de groupes de heavy metal. Les plus bouleversantes, les plus magnifiques, même mélodiquement, hein, vraiment tout quoi. Je parlais de Cinderella il y a quelques JDV, les slows de Cinderella, mais ou même Whitesnake, de toute façon aux États-Unis, toutes les ballades de ces groupes-là étaient numéro 1 à chaque fois, quoi. Mais les chansons en elles-mêmes étaient extraordinaires. Et là, je parle pas de, en plus, c'est des trucs que j'aime pas. J'avoue que je fais partie des rares personnes qui n'aiment pas du tout I'm Still Loving You, la Still Loving You de Scorpion. Mais j'aime pas Scorpion, donc ça joue. Hein. Je dis pas que la chanson n'est pas bonne, hein. Mais donc bref. Mais c'est vrai que, les chansons d'amour comme ça, de groupes de heavy metal, il y en a 1 milliard que j'adore. Et pour moi c'est les plus belles. Qu'est-ce qui te parle le plus dans Fight Club de Fincher? L'effondrement des certitudes sociales, c'est ça que j'adore dans le bouquin, parce que moi j'avais lu le bouquin de Chuck Palahniuk avant je crois, et aussi la survie par le chaos, ça j'adore. J'adore les messages de ce film en fait, enfin de ce livre et de ce film du coup. C'est ça qui me parle le plus. Pour le reste, j'adore la forme du film. Je trouve que Brad Pitt est extraordinaire. Enfin, les deux, là, ils sont fabuleux. Vraiment, ce film-là, il est incroyable. La BO de dingue. Mais c'est ça, ouais. Survivre à la désillusion, en fait, des certitudes par le chaos. Et l'acceptation de la folie, enfin, d'une certaine folie. C'est un film... après, c'est un film je pense, qui est apprécié par plein de gens aussi, parce que c'est un film un peu cryptique, tout ça, quoi. Mais c'est vraiment un putain de film. Après, je me souviens qu'à l'époque, autour de moi, en tout cas, il y a plein de gens qui étaient complètement réfractaires à ce film. C'est un peu pareil pour Lost Highway, d'ailleurs.
de David Lynch. Des gens que ce film avait touché, mais pas bien. Enfin, je sais pas comment dire. Des gens qui étaient mal, quoi, qui disaient je déteste ce film, je n'aime pas du tout ce film. Je suis en colère contre ce film. C'est pas des gens qui disaient ce film est médiocre, évidemment, mais ils disaient ce que ce film me dit, je ne l'encaisse pas en fait. Et voilà. Et j'avais eu ça avec des Lost Highway également. Super intéressant. Michael Jackson a composé plusieurs titres dans sa carrière pour d'autres artistes comme Muscles pour Diana Ross et Nighttime Lover pour sa sœur Latoya, exact. Lequel de ces deux titres est ton préféré? Je n'adore pas ces deux titres, je dois le dire. Hein. Nighttime Lover, vraiment, j'adore pas. Non. Muscles, c'est pas mal. Mais Muscles, j'aime bien. Muscles, c'est celui que je préfère. Mais je préfère à Muscles la chanson qu'il a composée pour Rebby Jackson, Centipede. Celle-là, j'adore, je la trouve mieux. Et ma préférée qu'il ait écrit ou coécrit en l'occurrence pour quelqu'un d'autre, c'est de très loin Eaten Alive pour Diana Ross que Michael avait composé avec les frères Gibb des Bee Gees. Énorme. Toi qui t'y connais grave en coupe de cheveux. Donc toi qui t'y connais grave en coupe de cheveux, à qui va le mieux selon toi la coupe au bol entre Mireille Mathieu et Musclor? Je réfléchis et en fait pour moi à qui la coupe au bol va le mieux, c'est ni Musclor ni Mireille Mathieu. Oh merde. C'est Purday, des chapeaux melons et bottes de cuir, Joanna Lumley. Alors elle a la coupe au bol, mais je peux te dire que ça me faisait pas rire. Hein. Je la trouvais magnifique cette femme. Et sur elle, je sais pas, alors putain cette coupe quand même, c'est pas possible. Non, à qui ça allait le mieux? À elle. Parce que franchement ça lui allait, c'était impossible de dire que ça lui allait pas quoi. Donc voilà, c'est peut-être la seule créature terrestre où vraiment ça lui allait. Même si bon, on va pas regretter qu'après elle a changé de coupe. Que s'est dit le jeune Alex lors de son premier visionnage du dernier épisode de Sankukai et de la fameuse révélation de l'identité de Golem 13? Alors, mais les spécialistes de Sankukai me corrigeront si je me trompe. Pour moi, la révélation de l'identité réelle de Golem 13, elle est pas dans le dernier épisode, elle est dans l'avant-dernier. Puisque je me souviens que du coup, t'es choqué et il te reste un épisode à voir. Alors attends, c'est quoi je suis reparti dedans. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais j'étais choqué, choqué de ouf. Mais non, mais c'était enfin pas que moi, hein. Tout le monde à l'école, enfin je me souviens quoi. On était là, mais putain. Ça a marché de ouf, voilà. Ce que je veux dire en fait, c'est que ça a marché sur nous. Et ça nous a bouleversés aussi. Je sais pas si je peux me permettre de spoiler. Sankukai, c'est une vieille série. On pourrait dire que voilà, je peux quand même dire, je pourrais spoiler, mais je garde au fond de moi le rêve fragile que certains parmi vous peut-être n'ont ou jamais vu Sankukai ou vu il y a tellement longtemps qu'ils en ont plus aucun souvenir. Et que, à force que j'en parle régulièrement, un jour ils se diront, allez, je me les refais et tout. Parce que moi, je rappelle que je me les suis tous refaits il y a quelques années, et qu'au début, je m'étais dit, je vais me faire 2 épisodes par nostalgie, pour rigoler. Et en fait, au bout de 2 épisodes, mais c'était mort. Fallait que je regarde tout. Enfin, mais vraiment, quoi. Je trouvais ça génial. C'était presque inquiétant. Voilà, sous Star Wars de merde et tout. Bah non, moi je trouve ça génial. Complètement génial. Tout génial, en fait. Et donc j'ai tout redévoré, et la fin je me la suis repris dans la gueule, je me suis dit mais quelle fin géniale, c'est génial. Bref, ouais, enfin si, on pourrait dire le côté, en fait ce que j'ai adoré dans cette révélation, c'est le côté, alors sans trop spoiler, je vais faire un mini indice quoi. Côté rivalité familiale, voilà. C'est ça que j'ai adoré. C'est qu'en fait la révélation elle a un sens, et elle en dit long sur tout un passé et tout. Enfin les tensions quand il y a dans des mêmes familles, tout ça, je trouve ça jusqu'où ça peut aller, enfin les trucs de folie, de domination de l'autre qui est du même sang, tout. Je trouve ça génial. Donc je trouvais que c'était génial, je trouvais que c'était vraiment super. Et par exemple, même narrativement, je trouve que Sankukai est très au-dessus de tous les autres trucs du même genre qu'on avait à l'époque. Est-ce que pour toi Ross et Rachel avaient rompu, et si oui, est-ce que l'on peut dire que Ross l'a trompé? Mais non, mais alors par contre les questions Rudy, c'est des voyages en 10 questions, tu vas partout en fait. C'est ça qui est génial. Alors moi je suis Team Ross. C'est-à-dire que, bordel, ils avaient rompu. Donc c'est elle qui est de mauvaise foi. Après, il aurait pu continuer à se battre enfin effectivement, bon. Mais factuellement, voilà, devant un juge par exemple, tout le mec est bien fou. Pour moi, ils étaient en break, mais non, mais
ils avaient rompu, donc il avait le droit. Et voilà, et c'était la dernière question de ce long JDV, j'ai l'impression, on verra au montage. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.